Docteur Michel Farnier, bonjour. Je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter, peut-être en insistant un peu sur votre implication dans tout ce qui est ce nouveau développement de molécules lipidiques, dans tout ce qui est les recommandations, parce que vous avez été très impliqué dans toutes ces évolutions, en France quand même, mais même à l'étranger. Donc Michel Farnier, je suis essentiellement lipidologue, mais travaille en collaboration étroite avec les cardiologues à Dijon. Alors effectivement, j'ai été impliqué d'une part dans les recommandations en tant que reviewer de ces recommandations, et je suis impliqué dans le développement d'un certain nombre de molécules nouvelles hypolipémiantes. Merci beaucoup. Donc quand on parle de ces recommandations sur les lipides, depuis 2-3 jours, là on en parle, les gens discutent. La première chose qui revient, c'est « Oh là là, les seuils, dis-donc, les objectifs, ça a l'air de poser de gros problèmes à beaucoup de gens. » Déjà que le 0,70 s'en posait quelques-uns. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Votre point de vue, quoi. Alors, effectivement, on sent bien que ces nouveaux objectifs proposés, sur le LDL cholestérol, on parle, Oui. Perturbent, je dirais, déjà un certain nombre de personnes. Alors, je crois quand même qu'il faut déjà regarder de près les recommandations et distinguer aussi ce qui est écrit en fonction du niveau d'évidence et de preuve. Vous savez, ces classifications 1A, 1B, etc. Et déjà dire clairement que si ont été mis des objectifs en prévention primaire dans le bas risque et le risque modéré, nouveau, le niveau d'évidence est très faible, ça veut dire qu'éventuellement on peut le considérer, mais ce n'est pas une recommandation forte. La recommandation forte, elle est essentiellement dans le très haut risque, où donc effectivement on passe de 0,70 à 0,55. Scientifiquement, c'est certainement justifié. Maintenant, le problème, c'est de pouvoir l'appliquer et de trouver, et je pense que c'est peut-être un point qui manque dans ces recommandations, c'est qu'on n'a pas vraiment dégagé au moins les catégories de patients prioritaires pour lesquels il faudrait à tout prix essayer d'y aller. Mais en tout cas, ces recommandations, si on veut atteindre le 0,55, à nouveau justifié scientifiquement mais difficile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que l'immense majorité des patients, il faudra des associations d'hypolipémiants. Alors, association statine et ézetimibe, je dirais, c'est assez facile et ce n'est pas très coûteux. Mais si on va à la troisième étape proposée, que sont les inhibiteurs de PCSK9, nous voyons bien dans quelle situation nous sommes en France. Donc nous avons des objectifs théoriques, justifiés sur le plan scientifique pour le très haut risque, mais qui vont être un vrai challenge, comme on dit, pour vraiment les atteindre. Une dernière remarque. J'ai entendu systématiquement 0,55. On oublie que c'est 0,55 et 50% de baisse du LDL cholestérol. Donc déjà, penser à moins avoir cet objectif, et celui-là, il est faisable par une association statine-ézetimibe, de baisser d'au moins 50% le taux de LDL cholestérol. Quand on parle de très haut risque, on a déjà évoqué ici, donc je ne vais pas recommencer, mais quand on parle de très haut risque, est-ce que dans une démarche très pragmatique, les médecins, nos confrères généralistes en particulier, ne doivent pas déjà focaliser sur le réflexe des patients à très haut risque? Il y en a beaucoup chez lesquels c'est évident. Et première chose, ma première réflexe, c'est je regarde si mon patient est à très haut risque. Après, je vois en détail. Est-ce que c'est une bonne démarche ou pas? Ah oui, je pense que c'est une très bonne démarche. Les patients à très haut risque, je dirais à la limite, sont les plus faciles à identifier. Mais encore faut-il les identifier et les avoir bien classés. Et là, même si on a quelques améliorations dans la définition, je dirais qu'il n'y a pas de révolution dans la définition du très haut risque dans ces dernières recommandations. Mais je suis tout à fait d'accord. Identifions déjà clairement les patients à très haut risque et portons déjà tous nos efforts pour cette catégorie où c'est la catégorie, excusez le terme, mais sans doute la plus rentable en termes de bénéfices quand on est plus agressif pour abaisser le LDL cholestérol. Un terme qui n'est pas du tout choquant dans le contexte. Dites-moi, maintenant, il y a d'autres aspects, on ne peut peut-être pas tout reprendre parce que comme toujours c'est un document énorme. Bien sûr. Il y a d'autres aspects pointus. On a parlé tout à l'heure de la LP petit a par exemple, c'est quelque chose, on en a entendu parler depuis longtemps, on sait ce que c'est, on sait que c'est un marqueur. Est-ce qu'il y a eu de l'évolution? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la LP petit a pour être conforme à ces recommandations? Alors je crois qu'effectivement, je pense, dans le domaine des lipides, deux autres éléments qui sont revenus plus en force dans ces recommandations. Premier, c'est ce que vous venez d'évoquer, c'est la lipoprotéine petit a, qui n'est pas suffisamment dosée
par les cardiologues en particulier. C'est un élément qui est souvent méconnu. Or, c'est même plus un marqueur. Maintenant, on peut considérer que c'est un facteur causal aussi d'athérosclérose. Et l'on va avoir des thérapeutiques très prochainement qui agissent spécifiquement sur la Lp petit a. Mais déjà, faut-il la détecter, la dépister. Et dans ces recommandations, on va même très loin puisqu'on dit qu'il serait souhaitable que tout adulte ait au moins une fois le dosage de l'hypoprotéine petit a. Mais en tout cas, quand on a une athérosclérose précoce, inexpliquée, il faut avoir le taux de Lp petit a. Pour mémoire, le seuil pour lequel on considère que c'est pathologique, c'est plus de 50 mg par décilitre, 0,50 g par litre. Et même si on n'a pas de stratégie maintenant directement agissant sur cette anomalie, la Lp petit a, ce patient est beaucoup plus à risque. Et c'est donc une des catégories que j'évoquais pour dire pour ces patients-là, soyons plus agressifs, abaissons beaucoup plus le LDL. Est-ce que pour être... allez, je vais me faire traiter de simpliste. Pour être simpliste même, est-ce que quelqu'un qui a à l'évidence un très haut risque gagne quelque chose de supplémentaire avec la Lp petit a? Alors dans le très haut risque, tout le monde n'a pas le même risque. Et un très haut risque, défini uniquement par les recommandations, qui a une Lp petit a très élevée, on doit le passer dans ce qu'on appelle parfois la catégorie du risque extrême. D'accord. Donc effectivement, oui, c'est intéressant de le savoir pour dire ce patient-là, je dois avoir encore plus d'efforts vis-à-vis de la correction de tout ce que je peux faire, même si j'ai encore pas de traitement efficace sur la Lp petit a. Et j'avais mentionné qu'il y avait deux éléments nouveaux dans les lipoprotéines. L'autre élément dont il ne faut pas oublier de parler, je pense, dans ces recommandations, dont on parlait un peu dans ce congrès, mais pas tellement, c'est les triglycérides sont remis un petit peu quand même à l'honneur. Alors, les triglycérides en tant que tels, ce n'est pas vraiment le niveau de triglycérides, c'est en fait le cholestérol transporté par les lipoprotéines riches en triglycérides. Mais on a un essai récent, qui est l'étude Rédiocite, paru il y a 1 an, qui nous a montré qu'une stratégie, même si on ne comprend pas tout dans le bénéfice, mais utilisant une forme particulière d'huile de poisson, l'EPA à 4 grammes par jour, donne un bénéfice très net. Et dans les recommandations, dans la partie triglycérides, cette stratégie est tout de suite mentionnée après donc un traitement par statine. Et je crois que c'est un élément important dans le futur d'une médecine personnalisée. C'est bien sûr, on aura un traitement par statine. Très souvent, on aura un traitement par statine plus ézetimibe. Mais après, est-ce qu'il faudra mieux encore baisser plus le LDL ? Agir sur les triglycérides quand les triglycérides sont élevés. S'ils ne sont pas élevés, on n'en parle pas. Ou bien agir sur la Lp petit a quand on aura des éléments pour agir spécifiquement sur la Lp petit a. On va arriver dans quelques années, sans doute dans les lipides, à quelque chose de plus complexe vis-à-vis de personnaliser quel traitement en fonction de quel profil de patient. Allez, faisons une hypothèse. Je suis le médecin de base, ce n'est rien de péjoratif, que je sois cardiologue ou généraliste. J'ai très peu de temps, j'ai beaucoup d'activités. Et moi, ces recommandations, avec le nombre de pages qu'il y a, je demande au docteur Farnier, allez, je consacre un quart d'heure à parcourir ces recommandations. Qu'est-ce que je vais lire en priorité? Je vais dire en priorité, c'est le LDL qui reste l'élément clé de la prise en charge. Et si je ne veux pas perdre de temps, vu les objectifs proposés, même si ce n'est pas écrit comme ça dans les recommandations, parce qu'on ne pouvait pas l'écrire comme ça, mais la plupart du temps, dans le très haut risque, j'aurais besoin de statine plus ézetimibe, ben pourquoi pas le faire tout de suite? Ça évitera l'inertie thérapeutique et de ne pas avoir encore cette situation où il y a peu d'ajustements de traitement. Je pense qu'on aurait tout intérêt à agir très rapidement, très fort, et puis après, on a fait notre travail, tout du moins pour le travail essentiel. Merci beaucoup. Merci.